Deuxième journée du président de la République dans le Languedoc-Roussillon. Il condamne l'attitude des dirigeants communistes et appelle au rassemblement. À Roanne, les ateliers rouennais de construction textile déposent leur bilan. La fin d'un conflit très dur. Le Premier ministre portugais Mário Soares démissionne. C'est la fin de la coalition entre socialistes et sociaux-démocrates. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après la journée plutôt économique de François Mitterrand hier en Languedoc-Roussillon, la seconde partie du voyage a été essentiellement consacrée à la politique. En fin d'après-midi, à Carcassonne, le président de la République a tenu en effet un discours très ferme, condamnant à la fois ses anciens partenaires de la gauche et appelant au rassemblement. Le compte-rendu de cette seconde journée du voyage présidentiel dans le sud de la France, Fernand Tavares. En pays catalan, le chef de l'État a rencontré, comme hier en pays gardois, la contestation. L'explosion, tôt ce matin, d'un transformateur près de Banyuls a résonné comme un avertissement, un symbole aussi, le rejet de l'élargissement de la communauté. Ici passent en effet entre la France et l'Espagne des trains de marchandises. Contestation verbale également. À chaque étape, François Mitterrand a pu entendre les chorales de la CGT et du PCF clamer leur hostilité à son endroit. Mais à Béziers, Narbonne, Perpignan et Carcassonne, des dispositions avaient été prises pour que les militants socialistes puissent exprimer, sans danger comme à Alès, leur soutien et leurs encouragements au président de la République. Un président dont le tonus n'a pas manqué de surprendre ses amis politiques d'hier, qui ont reçu en public une véritable volée de bois vert. François Mitterrand a fermement condamné la conduite actuelle de la direction du Parti communiste français. J'ai vu et j'ai entendu déjà là-bas ceux qui, après s'être associés au gouvernement de l'Union de la gauche et n'avoir rien dit tout le temps où les décisions ont été prises, je me trompe. Ils n'ont pas rien dit, ils ont parlé pour approuver. Et la politique qui continue aujourd'hui est le fruit des décisions prises en commun, à cela près que les uns ont assumé leurs responsabilités jusqu'au bout et que les autres se sont enfuis dès qu'il s'agit d'affronter le peuple de France pour dire nos raisons, notre vérité, le parti du courage et finalement le service des travailleurs, ouvriers et paysans. Et puis, en lançant un appel au rassemblement de tous les Français, le chef de l'État s'est nettement inscrit dans la perspective des élections législatives. Il a écarté d'un revers tous ceux qui s'acharnent contre sa gestion et appelé, au-delà des clivages, à l'union pour une nouvelle majorité. Bien entendu, il en est qui, manquant à leurs devoirs élémentaires, s'acharnent à retarder l'heure du renouveau. Ceux-là, je ne demande pas qu'on les rejette. Ils sont Français comme nous. Je demande qu'on ne les écoute pas, qu'ils viennent d'un bord ou de l'autre bord. Et pour qu'on ait plus de chance de ne pas les écouter, je demande que lorsque le peuple aura à s'affirmer par le suffrage universel, vous sachiez encore une fois vous rassembler pour donner au pouvoir politique les moyens renouvelés de gagner la bataille de l'économie. La rupture semble donc consommée entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Ce dernier, qui vient de réunir son comité central à Paris, a tenu lui aussi un langage très dur. Ce soir, dans une conférence de presse, Georges Marchais n'a pas hésité à redire qu'il se sentait marginalisé. Le risque de marginalisation, mais c'est un risque permanent, ça. Tout le monde sait que la bourgeoisie, que le grand capital, la bourgeoisie, la droite, ben, ils rêvent d'un parti communiste le plus faible possible. Quant au Parti socialiste, ben, c'est pas un secret. Mitterrand, dès 71, l'avait dit qu'il voulait prendre 3,5 millions de voix au Parti communiste français. Bien, c'est vrai qu'ils nous ont pris des voix, pour des raisons que nous avons dit, que nous avons analysées. Et alors, mais aujourd'hui, il en veut plus encore. Ils en veulent plus encore. Ils voudraient briser le Parti communiste français. Sinon, comment expliquer la férocité de la campagne anticommuniste que notre pays connaît actuellement ?
Pour éviter la marginalisation de son parti, Georges Marchais a donc choisi de brandir le spectre de l'alliance objective entre le PS et la droite, en rendant le gouvernement responsable des difficultés économiques actuelles. Seul contre tous, le PC entend en fait reconquérir son influence d'antan au sein de la gauche, malgré ses volte-face et ses contradictions. Reste à savoir si l'intention politique primera sur les réalités tant électorales que mathématiques. Alors Christian Doriac, on vient de voir les positions de François Mitterrand et de Georges Marchais, et on s'est aperçu aussi que le président de la République appelait au rassemblement. Alors à votre avis, est-ce que dans ce rassemblement, il y a les communistes ? Tout ça mérite en effet qu'on s'interroge, puisque jamais avant ce soir on avait enregistré des paroles aussi fermes, aussi nettes, des deux côtés. En fait, ce qui est en cause, c'est bien ça, ce n'est plus les partis, un parti communiste installé, on vient de le voir avec Georges Marchais, officiellement dans une opposition totale, opposition au gouvernement, un parti communiste qui renoue avec le bonnet blanc bonnet des années 60. Ce qui est en cause, la cible, pour parler comme les publicitaires, eh bien, c'est l'électorat de gauche dans son ensemble. D'ici aux législatives de 86, il faut le reconquérir ou le conquérir. Au PC, on a choisi de se ranger résolument dans l'opposition, d'exploiter systématiquement le moindre mécontentement. Le risque de la marginalisation, évoqué par Georges Marchais, est très fort, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire dans la demi-mesure. En cas de bipolarisation, les réflexes des électeurs font souvent que le vote utile, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, le vote utile dépasse les prévisions des états-majors. Pour le Parti socialiste et pour François Mitterrand, les cartes sont différentes. C'est ce même électorat qu'il faut conquérir. Et c'est pourquoi tout à l'heure, le président de la République s'est adressé directement aux électeurs communistes en leur disant qu'on les trompait en réclamant tout et n'importe quoi. C'est évident, c'est la direction du Parti communiste. Il faut noter que c'est la première fois depuis 81 que l'électorat communiste est ainsi interpellé au-dessus de l'épaule de l'état-major du parti. Notez enfin qu'avec ce discours de Perpignan et puis de Carcassonne, François Mitterrand a également répondu à la polémique de la semaine dernière à messieurs Fabius et Jospin, en commençant de donner une réponse à la question qui les oppose. Le patron de la campagne de 86, eh bien, il ne s'appellera ni Laurent Fabius ni Lionel Jospin, il s'appellera tout simplement François Mitterrand. Une démission spectaculaire au Parti radical, celle de Jean-Charles Lignel, le PDG du journal Le Progrès. Jean-Charles Lignel explique aujourd'hui sa décision dans un éditorial à la une de son journal. Le titre de l'article, « Le Parti radical est-il encore républicain ?» À FR3, une grève a affecté aujourd'hui le centre Albert Ier, là où se fabrique le journal Paris-Île-de-France et Soir 3. Cette grève a duré de 17h à 22h ce soir, à l'appel de la CGT, de la CFDT, de la CGC et de Force ouvrière. Les revendications sont d'ordre salarial et elles traduisent également une inquiétude face à l'avenir de la chaîne. À Roanne, les ateliers de construction textile ont déposé leur bilan ce matin. Le tribunal de commerce doit se prononcer demain sur cette décision, une décision qui risque d'entraîner le licenciement de 700 personnes. Ce serait la fin d'un conflit mené par la CGT. On savait le dépôt de bilan de l'entreprise imminent, les pouvoirs publics ayant fait savoir qu'ils arrêteraient de soutenir les ateliers rouennais de construction textile qui ont reçu 700 millions de francs de subventions de l'État en 10 ans. Si l'entreprise a été un des leaders mondiaux des machines textiles, le choc pétrolier, la crise économique doublée de la crise dans le secteur textile et le retard pris dans la restructuration de l'entreprise ont fait que les ARCT ont connu ces 5 dernières années plusieurs vagues de licenciements et de sérieuses difficultés de trésorerie. Néanmoins, les syndicats continuent d'affirmer que les ateliers sont rentables. Depuis jeudi, l'usine est occupée à l'appel de la CGT et de la CFDT. Si nous sommes tous là en train d'occuper l'entreprise et de prendre des dispositions pour qu'effectivement l'acquis de cette entreprise, et en particulier sa technologie et son carnet de commandes, parce qu'on a 3 ans d'avance de commandes, sans parler de l'innovation que nous allons sortir et qui sera viable qu'en 87 et commercialisable qu'à ce moment-là, et là nous sommes les seuls au monde à pouvoir la fabriquer, je dis à ce moment-là il y a d'autres raisons politiques. Mais ces raisons politiques, c'est pas moi qui vais vous les donner, il faut demander ça aujourd'hui à Matignon. Et au CIRI, moi le CIRI me répond que c'est une décision politique de Matignon. À partir de là, je lui demande régulièrement, mais pourquoi? Est-ce que vous voulez faire des RCT un symbole de la lutte de la CGT contre le gouvernement? Non, non, je ne veux pas faire un symbole de rien du tout. Moi, je veux sauver les 750 emplois des RCT. La CGT, largement majoritaire dans l'entreprise, appelle à une manifestation demain devant le tribunal de commerce de Roanne. Démission aujourd'hui du Premier ministre portugais Mário Soares. C'est la conclusion d'une crise gouvernementale qui s'est ouverte il y a plusieurs semaines. Le 13 juin dernier, déjà 7 ministres avaient démissionné. Ces départs avaient marqué la rupture de la coalition de centre-gauche. Gilles Dujonchet.
Eh bien, c'est fait. Le Premier ministre socialiste portugais, M. Mário Soares, a présenté officiellement sa démission au président Eanes, comme il en avait manifesté l'intention le 13 juin dernier, à la suite du départ des ministres et secrétaires d'État sociaux-démocrates de son gouvernement. Maintenant, tout le monde s'attend à ce que le président prononce la dissolution de l'Assemblée et la tenue d'élections législatives anticipées. Mais à quoi vont-elles servir? À quelques points près, les positions des 4 grands partis portugais ne changeront pas depuis la consultation de 1983, qui a vu les socialistes remporter 30% des voix, suivi du PSD 25%, les communistes se maintenant autour de 20% et le centre démocrate et social, plutôt conservateur, aux alentours de 15%. En outre, toutes les formules d'alliance ont été tentées au cours des dernières années, à l'exception d'une union de la gauche. Toutes ont échoué. La coalition du PS avec le CDS, contre nature, n'a duré que quelques mois. Celle du PSD et du CDS a succombé à l'opposition d'une gauche numériquement majoritaire. Enfin, la dernière formule, celle qui vient de se rompre, a éclaté à propos des élections présidentielles prévues en décembre, les sociodémocrates s'apprêtant à soutenir le candidat de la droite, Diego Freitas do Amaral. Cette crise, la 9e en 9 ans, ouvre donc au Portugal une nouvelle période d'instabilité. Le pays peut-il se payer ce luxe? Le Portugal attend de son entrée dans la CEE, effective le 1er janvier 86, l'arrivée d'investissements étrangers capables d'assurer la modernisation de ses structures. Il reste bien sûr la possibilité que le nouveau parti qui vient d'être lancé par les proches du président Eanes fasse un bon score aux prochaines élections législatives. Mais ça, c'est la grande inconnue. Suite de la catastrophe du Boeing 747 d'Air India, aujourd'hui la Fédération indienne des étudiants sikhs a rejeté toute responsabilité dans l'attentat. Pour elle, les meurtres d'innocents sont contraires aux enseignements des gourous sikhs. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont durci le ton. Aujourd'hui, Ronald Reagan a en particulier déclaré qu'il envisageait un blocus de Beyrouth. Ce blocus pourrait se traduire notamment par une fermeture de l'aéroport. Sur cet aéroport, précisément, on assiste à des gestes de nervosité de la part des pirates de l'air qui sont toujours à bord du Boeing. Ce matin, ils ont tiré dans la direction des journalistes. La fusillade a duré plusieurs minutes, mais fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. À Madrid, les 2 chiites emprisonnés pour tentative d'assassinat ont été condamnés aujourd'hui à 23 ans de prison. Je vous rappelle que leur libération avait été exigée par les pirates de l'air du Boeing de la TWA. Mais cette revendication avait ensuite été abandonnée. Et puis aux États-Unis, une série d'explosions se sont produites ce soir dans une usine pyrotechnique de l'Oklahoma. Il y aurait au moins 20 morts. On ignore encore la cause de ces explosions. À quelques jours du début des grandes vacances, les hôteliers français et les Parisiens en particulier font leur compte. Ils essaient de prévoir ce que va être cette saison 85. Eh bien, vous allez l'entendre, cela s'annonce plutôt maussade. Et même les Américains, avec leur dollar fort, semblent bouder. Catherine Pic. L'industrie hôtelière, l'un des poumons de la capitale, dresse, tout juste avant sa grande période touristique, un bilan pour les 4 premiers mois de l'année. Un bilan plutôt satisfaisant en ce qui concerne les 4 étoiles, qui observent une augmentation de leur fréquentation proche des 3%, bénéficiant tout particulièrement de la clientèle d'affaires étrangère attirée par les grands salons tels que celui de l'aéronautique. En revanche, la clientèle française traditionnelle déserte les 3 étoiles pour s'orienter vers les 2 étoiles. La deuxième tendance observée est l'augmentation des annulations de gros tour operators américains. Conséquence, à Paris comme en province, les hôtels ne sont pas complets pour cet été. Raison invoquée, la psychose du terrorisme et le boycott de l'aéroport d'Athènes, ainsi que l'annulation de plusieurs vols d'une compagnie aérienne américaine. Le dollar restant de toute façon une monnaie d'échange favorable. Enfin, un dernier facteur, le mauvais temps, a jusqu'ici incité les touristes à retarder leur séjour, les écourter ou tout simplement partir à l'aventure sans réserver. À la Bourse de Paris, le marché s'est calmé aujourd'hui après 2 séances de hausse. Le dollar, quant à lui, a cédé un peu de terrain. Henri Loret. Le dollar, en effet, a cédé un peu de terrain aujourd'hui sur les places européennes. Ce mouvement est conforté ce soir à New York. Les difficultés que pourraient éprouver certaines banques proches du secteur agroalimentaire aux États-Unis incitent à la prudence. Le marché est redevenu un peu plus calme à la Bourse de Paris. Les acheteurs, il est vrai, sont rendus prudents. La purge courant juin a laissé des traces. L'indicateur instantané de tendance affichait néanmoins une hausse de 0,35%. À New York, Wall Street continue de faire des étincelles, bien que les taux restent généralement orientés à la hausse. Le Dow Jones a pris jusqu'à 13 points aujourd'hui pour revenir à une hausse plus modérée en clôture.
De la pluie, toujours de la pluie sur Wimbledon. Malgré tout, 4 matchs ont pu se dérouler normalement cet après-midi. Ils ont vu les victoires de l'américaine Navratilova et de l'argentine Sabatini. En revanche, le français Benavides s'est fait battre en 4-7 par le chilien Ricardo Acuna. Qualification également de John McEnroe. La météo pour demain, il fera beau seulement sur les régions méditerranéennes. Ailleurs, le temps nuageux de la moitié nord gagnera la Vendée, puis le centre et les Alpes du Nord. Quant aux températures que vous allez voir s'inscrire sur cette carte, eh bien, elles oscilleront entre 17 et 25 degrés. Fin de ce journal, le programme sur FR3 se poursuit avec le magazine Urba, consacré à la vie des villes. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres de l'actualité que nous avons développés ce soir. Très bonne fin de soirée à tous. Deuxième jour du président de la République en Languedoc-Roussillon, il condamne l'attitude des dirigeants communistes et appelle au rassemblement. À Roanne, les ateliers rouennais de construction textile déposent leur bilan. Il y aurait 700 licenciements. Le Premier ministre portugais Mário Soares démissionne. C'est la fin de la coalition entre socialistes et sociodémocrates.